Merci, bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Séverine Lemaître, qui est maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université de Poitiers en histoire de l'art et archéologie antique, et qui est chercheur dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'unité de recherche 15071 ERMA, donc une équipe d'accueil de l'Université de Poitiers. Alors Séverine, nous nous connaissons depuis longtemps, puisque je viens de calculer, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Nous avons été étudiantes ensemble sur le site du Majestic à Alexandrie en 1992. Et nos chemins se sont éloignés par la suite, compte tenu des recherches que nous avons décidé d'entreprendre. Séverine Lemaître a un doctorat d'archéologie qu'elle a soutenu en 1999 sur les importations d'amphores de Méditerranée orientale dans la vallée du Rhône d'Auguste à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, qu'elle a réalisé sous la direction d'Armand Desbas, qui était longtemps directeur du laboratoire de céramologie. Depuis, elle a fait énormément de choses autour du bassin méditerranéen et dernièrement, en 2018, a soutenu son habilitation à diriger des recherches à l'Université de Poitiers sous la direction de Jean-Yves Empereur sur le thème des amphores et la mer, contribution à l'archéologie des échanges en Méditerranée à l'époque romaine. Alors, les thèmes de recherche de Séverine Lemaître sont globalement l'archéologie des denrées et en particulier les modalités de consommation des denrées qui voyagent en amphore. Également les échanges et les réseaux commerciaux des céramiques entre l'Orient et l'Occident, mais aussi dans d'autres régions du monde antique et en Gaule romaine, enfin pré-romaine et romaine d'ailleurs, en particulier dans l'ouest de ce territoire. Également les faciès d'approvisionnement des territoires antiques en Gaule et en Méditerranée orientale. Et enfin, les pratiques alimentaires et leur évolution à l'époque romaine. Alors, Séverine Lemaître est quelqu'un de très, très actif et de très productif, qui coordonne de nombreux programmes, qui fouille dans de nombreuses régions, qui publie énormément. Elle est coordinatrice en ce moment du programme ITI20, la route des vins amphores, itinéraires et marchands dans le centre-ouest de la Gaule, 2e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ. Elle est coordinatrice également du programme Emballage alimentaire antique et médiévaux dans le cadre d'un appel à projet de sa région, Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, merci. Et elle co-organise de nombreux congrès, des journées d'études. Donc bientôt une journée sur justement les emballages et en particulier les amphores. Elle a été coordinatrice de nombreuses journées d'études avec son collègue Laurent Brassou, avec Pascal Ballet. Des colloques internationaux publiés, notamment Contexte immobilier de la Gaule à l'Orient méditerranéen, publié en 2018, et a eu de nombreuses collaborations et programmes de recherche également en Méditerranée orientale. Alors à Chypre, avec nos collègues de la Maison de l'Orient, notamment en Égypte, en Espagne également, avec la mission archéologique de Bello. En Égypte, j'ai oublié Bouteau, d'ailleurs, avec Pascal Ballet. En Italie, en Sicile, en Turquie, au Liban. Enfin, donc, Séverine Lemaître travaille sur les échanges entre Est et Ouest, et donc à des terrains d'études dans ces deux régions. Elle co-dirige également plusieurs thèses de doctorat. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un thème inédit qui est en relation avec son association au laboratoire Harare, qui est un laboratoire de la Maison de l'Orient. Je te laisse poursuivre. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation élogieuse. Je ne sais pas si... alors...
Je voulais tout d'abord, commencer évidemment cette conférence en remerciant les organisatrices du cycle de conférences Jean Pouillou et évidemment cette maison de l'Orient et de la Méditerranée qui est chère à mon cœur, puisque j'y ai passé mes années de formation et j'y suis revenue à de nombreuses reprises dans le cadre des programmes de recherche auxquels j'ai pu participer ou que j'ai pu coordonner, comme l'a très bien dit Cécile, que je remercie pour cette introduction. Alors aujourd'hui, je vous propose en fait de vous emmener sur, comme le titre l'indique, sur la piste des amphores et des vins italiques en territoire picton. Et alors j'ai modifié un petit peu le titre de la conférence, puisque je vous propose de partir des consommateurs pour arriver jusqu'aux producteurs. Et en sous-titre, j'ai précisé qu'il s'agissait en fait d'approches croisées, archéologiques et archéométriques, et en lien évidemment avec mes activités au sein du laboratoire Harare, laboratoire en réalité au sein vous l'avez compris, au sein duquel j'avais fait ma thèse alors qu'il s'appelait laboratoire de céramologie. D'où mon lien ancien ou ma sensibilisation ancienne aux approches archéométriques, je pense. Alors, je me suis permise d'ajouter à mon nom, en fait, pour cette conférence, évidemment, le nom des collaboratrices avec lesquelles je travaille dans le cadre du programme IT20 sur lequel je reviendrai, puisque la deuxième partie de la conférence va présenter, en fait, vraiment les résultats tout frais obtenus dans le cadre de programmes d'analyse IT20. Des analyses sur les amphores de détermination d'origine, qui sont réalisées par Gisela Thérien-Michael, Valérie Merle, Nadia Quentin et Florence Verdun et ma collaboratrice archéologue dans le cadre de ce programme. Je vais commencer tout simplement par définir ce qu'est le territoire picton. Alors sur la carte, j'ai choisi en fait de vous montrer donc la zone plus claire que vous voyez ici correspond en réalité au territoire picton. On est dans tel qu'il se définissait à l'époque impériale. Ce territoire picton, il existe déjà à l'époque laténienne, donc avant la conquête de la Gaule par les Romains, mais à l'époque. Alors, est-ce que je peux me lever, en fait, dans le cadre de la captation au micro? D'accord. Merci beaucoup. Oui, je vous le disais, en fait, avant la conquête romaine, ce territoire picton existe, bien sûr, mais il était beaucoup plus limité, en particulier dans la partie orientale, ici, du secteur plus clair. Et ce n'est qu'après la conquête que, puisque les Pictons avaient aidé les Romains, en fait, à la conquête, on leur a octroyé une grande partie de territoire supplémentaire ici dans l'ouest qui correspond en fait au département, en gros, au département de la Vendée actuelle. Donc à l'époque romaine, si on résume, le territoire de la cité des Pictons comprend les départements actuels donc de la Vendée, le sud de la Loire-Atlantique, le sud du département du Maine-et-Loire, le département des Deux-Sèvres, le département de la Vienne et un petit bout de l'Indre-et-Loire. C'est dans ce cadre, en fait, que j'ai réalisé une enquête qui concernait donc, les importations italiques, donc les amphores italiques plus précisément, dans le centre-ouest. Alors rassurez-vous, je ne vais pas commenter toutes les lignes du tableau. C'était juste par souci, disons, de rigueur dans ma démarche scientifique pour vous montrer les données quantitatives élaborées dans le cadre de cette enquête. Alors simplement, le tableau, en fait, présente les sites pour lesquels donc, on a échantillonné, on a réalisé des analyses, présente les sites ici, classés par type ou catégorie de sites, les agglomérations, enfin les découvertes faites en contexte d'agglomération, les découvertes faites en contexte de sanctuaire, les découvertes faites dans le cadre des établissements ruraux laténiens, donc d'époque gauloise, et puis on a
une donnée qui est complétée par d'autres depuis, une donnée notamment en ce qui concerne les sépultures, puisque les amphores sont parfois déposés, associés aux défunts dans les tombes. Alors, le nombre, disons, d'amphores ici atteint un peu plus d'1 millier en ce qu'on appelle dans notre jargon céramologique des individus. Plus d'1 millier d'individus, parmi lesquels un peu plus de la moitié correspond à des amphores d'origine italique, celles auxquelles je vais m'intéresser aujourd'hui. Si on cartographie les données élaborées dans le cadre de cette enquête, qui a été l'objet en fait du mémoire inédit de mon habilitation, voici ce que ça donne. Alors, sur la carte, les données sont cartographiées en nombre minimum d'individus et les points rouges, les cercles rouges correspondent aux découvertes faites dans les agglomérations, tandis que les rectangles ici, les carrés sur la pointe en noir sur la carte représentent les données issues des établissements ruraux. Un commentaire important à faire, c'est évidemment le rôle important joué par Poitiers, qui dans l'Antiquité c'est Limonum, qui est la capitale de la cité pictone à l'époque impériale. Donc on voit évidemment plus les cercles sont gros, plus les carrés ont une taille importante et plus le nombre d'individus est élevé, vous l'aviez deviné. Ici, je vous montre, donc on a les données quantitatives, et je vous montre maintenant l'autre aspect de la recherche archéologique et céramologique, c'est l'approche typologique qui est faite à propos des conteneurs ou des amphores découvertes dans les sites fouillés par les archéologues. La planche, ici, vous présente la variété des formes d'amphores italiques qui sont représentées dans le territoire picton. Alors, ces amphores, donc je les ai rassemblés un peu sous la forme de grands rectangles, associés aux produits qu'elles avaient transportés, puisque c'est un élément important. Évidemment, il faut s'intéresser aux conteneurs, mais bien sûr, lorsqu'on s'intéresse aux amphores, on s'y intéresse aussi pour étudier le commerce de certaines denrées dans l'Antiquité. Alors, le premier rectangle, ici, le grand rectangle rouge, correspond à la variété, en fait, des amphores italiques produites sur la côte tyrrhénienne de l'Italie, c'est-à-dire la côte occidentale de la péninsule italienne, et qui ont transporté... Vous m'entendez toujours ? Pourtant, c'est bon, c'est revenu. Donc les amphores italiques produites sur la côte tyrrhénienne qui ont transporté du vin. Cette planche, elle regroupe en fait les types donc, produits dans cette région depuis, disons, le dernier tiers alors je simplifie, allez, 150, 140 avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui correspond en fait aux limites chronologiques que je m'étais fixées pour mon enquête chez les Pictons. Ensuite, le deuxième rectangle correspond aussi à des conteneurs à vin de type Lambolia 2 ou Lambolia 2 d'Edsel 6. Je passe le détail sur les appellations. Et ces amphores, elles étaient destinées à transporter du vin, produit cette fois sur la côte adriatique de l'Italie, donc la côte orientale de la péninsule italienne. Quelques éléments découverts dans les ensembles du centre-ouest montrent l'arrivée, alors très ténue, très discrète, d'amphores à huile originaires du sud de l'Italie, et en particulier de la région de Brindisi aujourd'hui. Et enfin,
dernière famille de conteneurs d'origine italique et qui est présente dans le territoire picton, dans la fourchette chronologique, dans le cadre chronologique que j'avais défini. Ce sont les amphores à Alain de Lipari. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour illustrer la variété de ces arrivages en termes d'origine, je vous montre quelques images rapidement de ces amphores. Ici, un col d'amphores donc originaire de l'Adriatique, qui provient d'un des établissements ruraux fouillés près de Poitiers. Donc on a le col, on a plusieurs éléments, et ici le col présenté sur la partie gauche de la diapositive. Je vous le disais à l'instant, on trouve aussi à Poitiers et dans différents sites du territoire picton des amphores originaires de Lipari. Alors je vous montre, on a peu d'éléments, quelques dizaines de tessons au maximum, mais ce sont des amphores extrêmement reconnaissables, avec une patte très très particulière, dont l'origine est aujourd'hui bien connue grâce à la découverte d'un atelier fouillé par Madeleine Cavalier en 1992 à Portinenti, dans l'île de Lipari. Donc on a des amphores à Alain qui arrivent, donc originaires de Lipari, et qui arrivent en fait dans le centre-ouest. Et la masse des amphores ou des conteneurs originaires d'Italie qui parvient dans le territoire picton, ce sont des amphores dites Dressel 1, de la famille en fait des amphores Dressel 1, famille au sein de laquelle en fait sont déclinées des tas de variétés morphologiques. Et pour illustrer cette variété, je vous présente ici une image d'un assemblage d'amphores provenant du site de Saint-Georges-les-Baillargeaux, qui est un des établissements ruraux dont j'avais étudié le matériel. Alors, je vous livre maintenant en cartographie, en quelques cartes, le résultat en fait, de l'enquête que j'avais menée pour mon habilitation. Première carte, j'ai choisi toujours alors même si dans le détail, voilà, il y aurait des choses un peu à nuancer, mais j'ai choisi l'entrée ou de présenter ces cartes par le biais de la nature du contexte dans lequel étaient découverts les amphores. Donc là, cette première carte, elle présente la cartographie des amphores italiques tardo-républicaines mises au jour dans les sanctuaires lathéniens, donc gaulois, connus aujourd'hui. Alors, on a un petit nombre de sites, mais on voit que dans ces sanctuaires gaulois, les amphores apparaissent de manière très régulière. Elles sont associées, comme les travaux de Mathieu Poul l'ont bien montré, elles sont sans doute associées à des cérémonies et des rituels de nature collective qui se déroulaient dans ces sanctuaires. Donc on y consommait du vin et les amphores, une fois le vin bu, subissaient un certain nombre de transformations, de traitements particuliers. Alors, frappe, concassage, on pouvait les faire brûler, etc., les exposer également. Bon, je ne reviens pas sur cet aspect-là dans le cadre de cette présentation. On trouve bien sûr les amphores italiques également dans les agglomérations. Alors, la carte, ici, vous montre donc la cartographie des découvertes, donc des mobiliers amphoriques, datés donc de la fin de l'époque républicaine, du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, jusque, disons, les années vers 30-20 jusqu'à la fin du 1er siècle, puisque j'ai inclus les Dressel de 4 d'origine italienne. Alors, bon, je vais passer rapidement sur la carte. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Qu'est-ce qu'elle montre? Donc, c'est la carte des agglomérations. Chaque point correspond à une agglomération
connue à l'époque romaine, qui pouvait éventuellement correspondre à une agglomération également gauloise. Et on voit bien que, alors, dans la plupart de ces agglomérations, les amphores italiques sont présentes. Elles sont intégrées, en fait, ce sont les lieux de consommation, et ce qu'on retrouve sont les restes, les vestiges de ces consommations. Donc ces amphores italiques sont bien présentes dans les sites à caractère urbain. Mais ce qu'on voit également, ce sont les points blancs ici sur la carte, et en particulier... Ah, ça y est, ça revient en fait. Ce que l'on peut voir en particulier dans l'ouest, notamment du territoire picton, c'est de nombreux points blancs pour lesquels il n'y a pas d'amphore italique, attesté. Enfin, où il n'y a pas d'amphore plutôt, ou d'ensemble d'amphores attestés. Alors, ça ne veut pas dire que le territoire n'était pas desservi par des routes commerciales qui apportaient les amphores dans ce secteur. Mais c'est aussi, enfin, ça peut être aussi un effet de source, ce qu'on appelle un effet de source, c'est-à-dire soit l'absence d'investigation, de recherche archéologique poussée dans ces territoires ou dans ces secteurs, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait évoluer. En revanche, ce que l'on voit dans le même temps sur la carte, c'est la présence de ces amphores italiques dans les villes de l'Est picton, à proximité en fait de la capitale, Limonum, qui est le numéro 30 ici. Alors oui, juste un dernier point qu'il me faut ajouter. Dans les points rouges, en fait, correspondent au lieu de découverte d'amphores italiques tardo-républicaines en contexte d'époque impériale. Ça veut dire que, y compris à l'époque impériale, on a déjà des arrivages plus anciens qui sont connus et qui apparaissent, en fait, qui restent dans les couches de l'époque impériale. Alors que dans les points verts, il n'y a que des types d'époque impériale. Je vous montre... Je me rapproche en fait de la capitale. Ici, ce sont les données que nous avons rassemblées, que je vais rassembler pour Poitiers. Alors, on a le site de Poitiers. Aujourd'hui, on voyait que la vieille ville, en fait, s'est installée sur un promontoire rocheux. Ici, correspondant sans doute en fait à un site fortifié de l'âge du fer. Je signale que Limonum est indiqué comme un oppidum dans la guerre des Gaules. Peut-être on va changer de micro. Dans le Debello Gallico, Limonum est mentionné en tant qu'oppidum. Bon, la topographie, évidemment, invite, bien sûr, à voir un site d'installation favorable à ce type d'établissement gaulois. Alors, ce que montre ici la carte, ce sont des points rouges et des points blancs. Les points blancs correspondent à des sites pour lesquels j'ai étudié les amphores, mais qui n'ont pas livré d'amphores italiques tardo-républicaines, tandis que les cercles rouges, et en particulier les concentrations qui se trouvent au bord du plateau, le site numéro 3, correspondent à des arrivages massifs, à l'échelle du territoire picton en tout cas, qui sont intervenus à Poitiers, probablement entre donc, la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et le courant du 1er siècle avant notre ère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les données ici livrées par le mobilier amphorique renforcent une hypothèse qui avait été formulée à partir des découvertes des monnaies gauloises. Donc, c'était la cartographie qu'avait faite pendant sa thèse Jean Yarnard, et qui indiquait une occupation du promontoire en fait dans son secteur nord-ouest à son extrémité. Sur la droite,
je vous montre une des rares structures qu'on peut rattacher à l'époque latinienne, qui a été, donc c'est un four. Donc, ça n'est pas une structure, ce ne sont pas des gens qui sont venus s'installer une semaine et puis qui sont repartis. En fait, c'est vraiment une installation de type artisanal, malheureusement qui a été fouillée très très rapidement, mais dans le comblement de laquelle on ne trouve que des éléments, des amphores italiques, Dressel 1A, et des céramiques d'époque latinienne. Alors, je vous dis que c'est une des rares structures, en fait, qui permettent d'étayer l'hypothèse d'un oppidum à Poitiers. Troisième catégorie de sites, ce sont les établissements ruraux qui ont livré, en fait, des quantités relativement importantes d'amphores dans le secteur. Alors, si vous vous souvenez de la carte des agglomérations tout à l'heure, on peut percevoir que la situation est un peu inversée ici, puisqu'on a un assez grand nombre d'établissements ruraux qui sont repérés, qui sont connus en territoire piton. Alors, celui-ci se trouve en dehors, mais je l'avais quand même indiqué à titre d'information. Donc, ces établissements, on en connaît à peu près tout petit peu plus d'une trentaine. Ils sont en fait, la documentation concernant les amphores montre qu'ils ne sont pas tous de même rang, sans doute, ou de même statut, puisque certains de ces établissements, en particulier ici en Vendée, ont livré plusieurs centaines d'amphores. Également au nord, je vous invite à considérer en particulier celui-ci, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Alors que dans la partie est du territoire, il y a peu d'établissements repérés, et ceux qui sont repérés, certains d'entre eux ont livré un tout petit nombre d'amphores. Alors, ces amphores, en fait, le nombre plutôt de ces amphores présents dans les établissements ruraux est un des critères qui permet de hiérarchiser le niveau de richesse, le statut, peut-être le statut des habitants, des propriétaires, de ceux qui dirigeaient ces sites ruraux. Voilà pour le tableau général brossé à grands traits, bien sûr. Comment il faut évidemment, là je suis obligée de résumer et de faire un petit peu plus court, mais disons voilà l'état de la question. Les données, les dernières données datent de 2020 à propos des arrivages, la démarche disons archéologique concernant l'étude des arrivages de ces amphores italiques dans l'ouest, dans le territoire picton et dans le centre-ouest de la France. Alors, j'en arrive maintenant à la question en fait, qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est-à-dire l'origine précise de ces amphores, des productions en fait, de la côte tyrrhénienne. Quel est l'intérêt en fait, de découvrir ou de préciser l'origine des amphores italiques? Une fois qu'on sait qu'elles sont italiques, on pourrait s'en contenter. L'intérêt, en fait, c'est de dessiner de manière justement plus nuancée les réseaux de commercialisation à l'œuvre dans le bassin occidental de la Méditerranée à l'époque tardo-républicaine et au début de l'époque impériale. Une enquête à propos de l'organisation de ces réseaux de commercialisation, évidemment, c'est une enquête qui a été menée par de nombreux chercheurs, et en particulier par Fabienne Holmer, qui est connue pour ses travaux sur les amphores dresselins d'origine italique. Au début des années 2000, Fabienne Holmer a publié cette carte qui, en fait, propose de lire à travers l'étude des estampilles des marques sur amphores, je vous en montrerai quelques-unes, des marques sur amphores, une organisation des réseaux de commercialisation des amphores, et en particulier une sectorisation de ce commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines régions, comme le Latium, la Campanie,
l'Étrurie méridionale ou l'Étrurie septentrionale, ce sont les 4 grandes régions qu'elle distingue. Eh bien, ces 4 grandes régions, ce serait en quelque sorte partager le marché gaulois et auraient commercialisé vers certains secteurs privilégiés leurs amphores. Donc c'est une hypothèse évidemment intéressante et très séduisante pour comprendre comment ce commerce était organisé à l'époque romaine. Un des éléments qui fragilise en fait la démarche et plutôt les hypothèses proposées à propos de cette sectorisation, c'est le fait que l'enquête a été menée à partir des seuls amphores estampillés, celles qui comportent des marques et que l'on peut rattacher à un atelier ou un secteur de production. Pourquoi ça fragilise l'hypothèse est fragilisée plutôt parce que les amphores estampillés, dans les ensembles que moi j'ai pu comptabiliser, représentent ou constituent moins de 10% des amphores des ensembles. C'est-à-dire que l'hypothèse repose sur finalement une toute petite partie. Là j'ai mis moins de 10%, mais en fait, selon les ensembles, c'est entre 6 et 8%, c'est encore moins. C'est pourquoi j'ai proposé, dans le cadre en fait, du programme de recherche ITI20, dont Cécile vous a donné le titre tout à l'heure, Les routes des vins, amphores itinéraires et marchands dans le centre-ouest de la Gaule, 2e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ. Donc j'ai proposé en fait ce programme auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et donc qui a été accepté et financé avec comme objectif en fait de retracer, alors de vérifier cette hypothèse de sectorisation des amphores italiques vers certaines régions de Gaule et de tester cette hypothèse à l'échelle du territoire picton. L'objectif si on précise, disons, cet objectif général, c'est bien sûr celui de définir, je l'ai noté ici, c'est de définir les faciès d'approvisionnement, c'est l'expression que j'utilise, des sites consommateurs, qui inclut en fait ces faciès d'approvisionnement toutes les amphores, pas seulement les amphores estampillées, bien sûr, enfin, on prend en compte les amphores estampillées, évidemment, mais on prend toutes les autres, donc de plusieurs sites dans le centre-ouest, et de déterminer l'origine de ces conteneurs par analyse. Deuxième volet, disons, du programme, une fois qu'on a défini les faciès d'approvisionnement des sites du territoire picton, c'est de comparer ces faciès d'approvisionnement avec les faciès d'approvisionnement des régions environnantes. Et pour commencer, puisqu'il faut bien commencer quelque part, j'avais choisi 2 villes gauloises qui sont localisées donc au sud du territoire picton, je vais vous les montrer. 2 sites d'oppidum, l'oppidum de la Curade, qui avait été fouillé par Anne Collin, donc notre collègue de Bordeaux, et l'oppidum d'Agen, fouillé par Florence Verdun, autre collègue de Bordeaux. Si on regarde la carte, on a le territoire picton ici dans le centre-ouest et la localisation des 2 sites que je viens d'évoquer, celui de l'Ermitage à Agen et celui de la Curade, ici, tout près de Périgueux. Alors, la démarche générale scientifique que nous avons proposé en fait, de mettre en œuvre dans le cadre du programme ITI20, c'était d'abord une enquête collaborative et pluridisciplinaire, ça c'était très important. Cette enquête, elle part d'une sélection d'ensemble bien stratigraphiée, c'est-à-dire pour lesquelles les données de la fouille sont suffisamment qualitatives pour en déduire en particulier des éléments de chronologie. Il fallait bien sûr que ces ensembles fussent étudiés de manière très détaillée. Donc ça, c'est ma partie, en tout cas pour les sites pictons. Ensuite,
Le protocole mis en place prévoyait donc des analyses pétrographiques des échantillons, sélectionnés, alors ça c'est très important, ces échantillons, ils ont été sélectionnés à partir de groupes de pâtes établis après observation macroscopique par Gisela Thirien-Michael, donc qui travaille à l'université de Fribourg pour les sites Picton, et par Nadia Quentin, qui est au CNRS Laboratoire Archéosciences, pour les sites aquitains, pour ces deux sites-là. Ensuite, dans la démarche, intervient une vérification des propositions d'origine par des analyses physico-chimiques. Et donc là, c'est là qu'intervient Valérie Merle, du laboratoire Harare. Et toutes ces propositions et ces vérifications d'attribution à des régions d'origine font l'objet en fait d'une discussion collective entre mes collègues, les collègues du programme. Et en fait, on refait la même démarche pour les sites aquitains. Alors aujourd'hui, je vous présente simplement les résultats obtenus pour 3 des sites Picton, comparés ici aux premiers résultats obtenus pour le site d'Agen. Pour les sites Picton, on a choisi un sanctuaire, celui du Guetzio à Antigny, pour lequel il y avait... Alors, c'était intéressant parce que c'est un sanctuaire qui a été fouillé pendant de nombreuses années, c'est-à-dire avec une superficie suffisamment importante. Il y avait un nombre relativement élevé de tessons, d'amphores et d'individus, un peu plus d'une centaine, dont la moitié sont d'origine, pour lesquels j'avais proposé une origine italique. Un établissement rural, c'est celui d'Éguin à Saint-Georges-les-Baillargeaux, tout près de Poitiers, en fait, localisé juste au nord de Poitiers. Un site intéressant qui a livré relativement peu d'amphores, mais dans des dépotoirs très bien circonscrits, localisés dans les fossés de l'établissement rural, avec une chronologie resserrée, disons, entre les années 90 et 20 avant Jésus-Christ, à l'échelle du site. Et enfin, des éléments proviennent d'un contexte d'agglomération, Poitiers en l'occurrence, et de trois sites en réalité. Donc là, j'en ai noté que 2, mais l'ancienne gendarmerie rue de la Marne à Poitiers, la médiathèque et le 3e site m'échappe, ça doit être rue des Écossais. Alors pour Poitiers, on a, vous voyez, plus de 600 individus, dont plus de 200 d'origine italique. Et là, j'ai remis les données précises à propos des estampilles, du pourcentage des estampilles, 27 estampilles sur 338 individus. J'en arrive maintenant à la présentation des premiers résultats de ce programme d'analyse à propos de la détermination de l'origine des amphores des sites Picton. Ces résultats reposent sur l'analyse de 83 lames minces pour la pétrographie et 79 échantillons analysés en fluorescence X au laboratoire Harare. L'examen macroscopique qui a été mené, donc je vous le répète, sur l'ensemble des amphores par Gisela Thirien-Michael, a montré en fait une répartition. Gisela a décidé en fait de voir ou de répartir tous ces individus en 2 grandes catégories de pâtes. Une pâte à inclusion, ou des pâtes à inclusion foncée nombreuse, comme vous pouvez le voir sur la photo ici, et qui sont désormais désignées sous l'appellation Black Sand, donc BS, dans les différentes diapos qui suivront. Et puis, une deuxième catégorie, une deuxième grande famille de pâtes à inclusion claire prédominante, qui est désignée sous l'appellation ICP, et dont vous avez ici une vue macroscopique.
Chacune de ces grandes catégories, en réalité, intègre à son tour des groupes de pâtes différents. Et Gisela souligne, donc ça ce sont vraiment les résultats des archéomètres avec lesquels j'ai travaillé, que je présente. Gisela précise que à l'intérieur de ces groupes, bien les pâtes ne sont pas toujours faciles à différencier. Autre précision importante à faire, c'est que les échantillons qui ont fait l'objet d'analyse, c'est-à-dire de la mince et d'analyse physico-chimique en fluorescence X, ces échantillons ont été sélectionnés dans les deux catégories de façon en fait à avoir un échantillon représentatif, un échantillonnage représentatif plutôt. Au bout de la démarche archéométrique et de la réalisation des analyses pétrographiques et chimiques, ces deux démarches en fait menées parallèlement et pour lesquelles ensuite il y a des discussions collectives, leur objectif c'est de confirmer les catégories, c'est-à-dire les groupes observés de manière macroscopique, puis la définition des groupes caractéristiques, à caractéristiques pétrographiques et chimiques propres. Et enfin, au bout de cette démarche, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir proposer de manière scientifique les premières attributions d'origine pour ces amphores. Donc vous voyez qu'en fait, ces attributions d'origine, elles interviennent au bout d'un long processus de recherche et qui est complexe. Alors, comme tout à l'heure, je ne vais pas commenter chacune des cases du tableau, mais c'est pour vous montrer un document de travail auquel on aboutit, on parvient, ou enfin en tout cas mes collègues archéomètres sont parvenus, une fois que moi j'avais fait le travail archéologique, sont parvenus au bout de ce processus, de cette recherche archéométrique. Donc le tableau se lit de la manière suivante. On a les sites consommateurs qui ont livré les amphores, les 3 sites Picton et le site aquitain. Et ensuite, chacune des colonnes correspond à un groupe. Les 3 premières colonnes, ici, sont des groupes de pâtes qui intègrent la catégorie, la famille des ICP, donc des pâtes à inclusion claire prépondérante. Les 2 colonnes suivantes regroupent les groupes, oui, des pâtes Black Scent, donc à inclusion noire prépondérante. Ensuite, on retrouve, et c'est toute la difficulté des analyses, en fait, ce n'est pas simple d'attribuer une origine à un échantillon. Les 2 dernières colonnes, en fait, regroupent les échantillons pour lesquels, pour le moment, des échantillons n'ont pas trouvé, enfin, l'origine de ces échantillons n'a pas pu être précisée en dehors de côte tyrrhénienne de l'Italie. Et enfin, il y a quelques éléments que moi pour lesquels j'avais proposé une origine italique et qui, dans l'état actuel des connaissances et de l'avancement, disons, des travaux effectués dans le cadre du programme, eh bien, ne trouvent pas d'origine, même en Italie. Alors, je vous montre maintenant un peu plus, je vais passer vite sur la composition des pâtes, rassurez-vous, mais c'est vraiment pour vous montrer toutes les étapes du travail qui permettent d'aboutir à des propositions, des déterminations d'origine des céramiques. Alors, je vous montre par exemple ici le groupe ICP1, donc à inclusion claire prédominante, numéro 1, à l'intérieur de cette première famille. Ce groupe, il a les caractéristiques pétrographiques qui sont listées ici. Une granulométrie sériale, c'est-à-dire qu'on a des toutes petites inclusions, des inclusions moyennes et des grosses inclusions. Des nodules argileux ou de grosses inclusions de sanidine, qui est un des marqueurs des productions italiques, mais aussi des roches volcaniques.
Dans ce groupe, on trouve aussi, enfin, Gisela a observé des inclusions volcaniques et non volcaniques en proportion variable selon les échantillons. Gisela Thierrien-Michael, qui avait fait sa thèse avec Maurice Picon au laboratoire de céramologie de Lyon et puis aussi à Fribourg, je pense, dans les deux universités, dans sa thèse, avait donc étudié les amphores italiques à partir des ateliers qui étaient connus à l'époque et pour lesquels elle avait construit en fait des références pétrographiques et chimiques. Elle a donc pu comparer les données établies à partir des échantillons des sites Picton avec les références connues pour les ateliers de la côte tyrrhénienne. Et elle a pu déduire de cette comparaison qu'une partie non négligeable, j'y reviendrai tout à l'heure, non négligeable des amphores italiques des sites Picton provenait ou pouvait être attribuée à l'atelier de Mondragone. Cet atelier, donc là j'ai repris la carte, j'ai redessiné la carte de Fabienne, de Fabienne Holmer, qui avait publié des ateliers, qu'elle avait publié en 2003. L'atelier de Mondragone, c'est celui-ci, donc on est en Campanie du Nord en fait, pratiquement à la limite avec le Latium, et ça correspond à la région dans laquelle on fabriquait le fameux Falerne. C'était un vin très, très apprécié, un grand cru de l'Antiquité. Alors, si je repasse maintenant à l'archéologie, je vous montre très rapidement les exemplaires d'amphores qui ont pu être rattachés à l'atelier de Mondragone par Gisela, et donc sur les différents sites. Et le premier constat que l'on peut faire, qui est un constat intéressant, vous vous en rendez compte vous-même, c'est la très grande variabilité en fait des profils des amphores provenant de Mondragone. Cette variabilité, elle peut s'expliquer en particulier avec le temps long coïncidant avec correspondant à ces arrivages, puisque certains sont intervenus dès l'extrême fin du IIe siècle, et d'autres sont arrivés, par exemple ici, sont arrivés plutôt dans les années 50-30 avant Jésus-Christ. Donc, ce temps long des arrivages peut être une explication de la variabilité de ce groupe de Mondragone. Ça, c'était pour les sites Picton. Pour l'oppidum d'Agen, pour lesquels les analyses sont déjà réalisées, voici une série d'amphores complètes qui proviennent d'un puits. C'est ce qui explique le bon état de conservation des conteneurs, qui proviennent d'un puits fouillé donc, sur le site d'Agen par Florence Verdun, et que nous avons échantillonné. Donc là, l'étude pétrographique a été réalisée par Nadia Quentin. Si on regarde en détail les fragments de bord, mais aussi les fonds et un peu moins les anses, on voit aussi une certaine variabilité dans les profils. On a ici des bords de section courts et de section triangulaire, alors que dans le même ensemble, on a aussi des bords à lèvres en bandeau hauts, typiques des dressels 1B. Ah mince. Autre groupe. Je ne vais pas tous les montrer en détail, mais autre groupe dont l'aspect est un peu différent, c'est le groupe numéro 2 à l'intérieur de la catégorie des pâtes claires à inclusion prépondérante. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, contrairement à ce qu'on pouvait observer tout à l'heure, c'est les inclusions qui semblent calibrées. Notre collègue parle d'inclusion équigranulaire, c'est-à-dire de dimensions proches, équivalentes. Parmi ces inclusions, elle a réussi à identifier des sanidines. Donc, c'est un des marqueurs des productions italiques. Peu de fragments de roches volcaniques
Et là aussi, comme tout à l'heure, d'autres inclusions d'origine volcanique et non volcanique en proportion variable. Donc ce sont des pâtes avec beaucoup d'inclusions à l'aspect sableux très net. Ces caractéristiques pétrographiques correspondent au groupe de référence de l'atelier de Fondy qu'elle avait étudié dans le cadre de sa thèse, donc qui se trouve dans le sud du Latium. Là, vous avez les lames minces ici illustrent 3 des échantillons des sites pictons. La démarche pétrographique, je l'ai dit tout à l'heure, elle est complétée par une vérification par les analyses chimiques, donc la composition de la pâte argileuse des échantillons. Donc ça, c'est le travail qui a été mené par Valérie Merle, qui fait partie du laboratoire Harare. Les analyses chimiques effectuées à partir d'une perle en fait, de poudre, on réduit l'échantillon en poudre et puis on réalise une perle qu'on va ensuite analyser en fluorescence X. Et cette analyse va révéler ce qu'on appelle une composition élémentaire, c'est-à-dire que pour chaque échantillon, on va dire il y a tant de sodium, tant de magnésium, de strontium, etc. Une fois qu'on a réalisé toutes ces analyses chimiques, on va chercher à les comparer les unes avec les autres. En fait, on va comparer la composition chimique des échantillons les unes avec les autres pour produire une représentation graphique qui soit interprétable, disons, à l'œil. Et on réalise ce qu'on appelle une classification ascendante hiérarchique à partir de 17 éléments chimiques sur ce qu'on appelle, nous, une grappe. Sur ce diagramme, à la base en fait, du diagramme, chacun des éléments correspond en fait, à un échantillon. D'accord ? Et chacun des traits verticaux va mesurer sa ressemblance avec l'échantillon voisin. Plus le trait est court, plus les échantillons se ressemblent. Et ils se regroupent ainsi, ils se regroupent, disons, au sein de familles. Sur la grappe, ce qui est intéressant, c'est que les échantillons des sites pictons intègrent, en fait, les groupes des ateliers de Mondragon, ceux qui sont surlignés en vert, d'accord, sur la grappe. En réalité, ça forme une seule grappe, d'accord. Il faut bon, pour des questions de présentation, voilà, mais c'est un seul graphique. Et puis sur la même grappe, on voit en fait qu'il y a une partie des échantillons à pâte claire, à inclusion claire prépondérante, qui intègrent cette fois les références des ateliers de Fondy, en jaune sur la grappe. Lorsque les collègues ont donc réalisé cette vérification des analyses, cette vérification par analyse chimique, elle permet vraiment d'assurer les propositions qui avaient été faites par ou à la suite de l'analyse pétrographique. Alors, ces ateliers de Fondy, en fait, il y en a plusieurs. Ils sont localisés ici, dans le sud du Latium. Je vous montre les amphores maintenant. Ici, donc, les amphores du groupe 2 à Agen. Et puis, dans le sanctuaire du Guezio. Et, ah oui, le troisième site, ce n'était pas la rue des Écossais, tout à l'heure, c'était Cordeliers. Et les Gains, l'établissement rural de Saint-Georges-les-Baillargeaux en bas. On retrouve en fait dans ce groupe une certaine... alors, il y a un petit peu moins de variabilité dans les formes, mais malgré tout, il y a quelques éléments qui présentent toujours des profils à section triangulaire du bord, aux côtés en fait de Dresselimbées un petit peu plus tardives. Hop, je suis passée trop vite. Au sein de cette première grande catégorie, à inclusion claire prépondérante, ah non, c'est pas moi, à inclusion claire prépondérante,
les collègues ont identifié 3 autres groupes, mais pour lesquels la détermination d'origine est un petit peu plus lâche, en fait. Donc, alors, je vous montre les lames minces parce qu'elles sont très parlantes. On voit à l'œil qu'elles sont très différentes. Donc, pour l'exemplaire 1 ici de Poitiers, de Saint-Georges-les-Baillargeaux, 2 exemplaires, 2 échantillons de Saint-Georges. Le groupe 3, par exemple, je vais passer rapidement. Le groupe 3, il est proche de Mondragon et donc des productions de ce fameux vin de Falernre. Et sa caractéristique, c'est d'avoir des gros cristaux de sanidine. Le groupe 4, il est placé sur la côte tyrrhénienne. Il contient quand même un nombre important d'inclusions volcaniques, sans pour autant être rattaché à la Campanie. Et puis, il y a un 5e groupe, là, qu'on peut rattacher, enfin, qui ne se trouve pas visiblement sur la côte tyrrhénienne et qui pourrait être rattaché à une région qui se situe un petit peu plus au nord et plus à l'intérieur des terres. Voici ces échantillons sur les sites de Saint-Georges-les-Baillargeaux, de Poitiers et du sanctuaire du Guezio. Et on retrouve encore une fois cette variabilité morphologique qui est en partie liée au cadre chronologique pris en compte. Ça, c'est le groupe 4. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de ce groupe, enfin, associé à ce groupe 4, on trouve des estampilles, des amphores estampillées qui, a priori, ne posaient pas de problème quant à la détermination de leur origine. Et enfin, il y a une partie des amphores, alors pour lesquelles que l'on peut classer dans la famille des pâtes à inclusion claire prépondérante, mais qui pour le moment ne trouvent pas en fait à s'associer avec des productions connues. Même phénomène pour l'oppidum d'Agen, où on a à la fois ces amphores à lèvres triangulaires, ces amphores à lèvres triangulaires, mais qui sont... Alors, c'est un type intermédiaire, et les amphores à lèvres en bandeau. J'espère que vous avez compris que c'était complexe, en fait. Je passe maintenant à la deuxième grande famille, c'est celle que Gisela Thierry-Michael a proposé de désigner sous l'appellation Black Scent à cause de la présence, évidemment, vous l'avez compris, d'inclusions volcaniques très noires, brillantes, et qui sont présentes en relativement grande quantité. Alors, oui, je voulais juste vous montrer ce graphique. En fait, c'est le type de représentation que l'on fait à la suite des analyses chimiques. Donc, un graphique proposé par Gisela Thierry-Michael et par Valérie Merle. Donc, c'est une analyse, en fait, en composante principale des échantillons de Black Scent à pâte Black Scent des sites étudiés avec les groupes de référence connus pour les ateliers. C'est comme ça qu'on a pu, par exemple, rattacher IT23. IT, c'est le petit nom de nos échantillons. IT23 à l'atelier ou au groupe de référence de Pompéi. Alors que d'autres échantillons rejoignent d'autres groupes de pâtes qui sont associés à la Campanie. C'est ce qu'on appelle le groupe Eumaki. Deuxième autre groupe ici de pâtes Black Scent. Alors on voit bien la différence avec la diapositive précédente où les inclusions sont de taille plus importante et qui peut être rattachée. Donc c'est le même principe, le même type d'analyse. Et ici, donc certains échantillons des sites Poitevin intègrent en fait le groupe, notamment de ce que Valérie Merle a appelé les eumacoïdes A.
Voici les amphores. Donc c'est ce qu'on appelle les faux œufs maquis. Ça fait partie du jargon des amphorologues et des résultats en fait, d'analyse connus déjà publiés par Antoinette Hénard et son équipe en 1989. Voici les types qui peuvent être rattachés à Pompéi. On retrouve les amphores Dressel 1A à lèvres de section triangulaire, et puis on retrouve un nouveau type, Dressel de 4, qui était présent sur la planche générale que je vous ai montré au début de la conférence, qui sont donc les Dressel de 4 campaniennes, très très reconnaissables parce que les pattes sont truffées d'inclusions noires brillantes. J'en ai presque terminé. Alors, si on synthétise les données concernant la détermination d'origine des amphores italiques sur les sites Picton, voilà ce qu'on obtient. Je vous en montre deux. Le résultat pour le sanctuaire du Guezzo à Antigny et le deuxième graphique qui concerne Saint-Georges, l'établissement rural aristocratique de Saint-Georges-les-Baillargeaux. Donc ce graphique, il a été réalisé par Gisela et il montre en fait la répartition des échantillons par groupe de pâtes et par origine. Donc Pompéi, Fondi, Mondragone, alors Mondragone possible, Mondragone certain. Un groupe qui intègre les références de ce qu'on appelle les faux œufs maquis. Donc ça, ce sont les pâtes Black Sand. Ici, de ce côté-là, les pâtes à inclusion claire prépondérante. Et vous remarquez qu'il y a une part non négligeable de l'échantillonnage pour lesquels, aujourd'hui, l'origine tyrrhénienne, enfin sur la côte tyrrhénienne, a pu être précisée. Je vous montre les résultats pour l'établissement rural des Gains à Saint-Georges-les-Baillargeaux. On voit toujours cette importance en fait des arrivages depuis Mondragone et la région de Mondragone. Donc ça, c'est toutes les pâtes ICP à pâte claire, à inclusion claire prépondérante, plus la part de Fondi, ça veut dire plus de la moitié de l'arrivage. Des arrivages au fil du temps. On n'a pas d'amphore de Pompéi reconnu à Saint-Georges-les-Baillargeaux, mais quand même une production campanienne. Une part d'amphores assez large qui reste indéterminée, d'origine indéterminée sur la côte tyrrhénienne, et aussi une part d'amphores d'origine indéterminée, mais pour lesquels on pourrait retravailler. Si on résume, ici, donc, je vous montre les résultats, une comparaison en fait des différents résultats obtenus à ce jour pour les différents sites, et puis comparés aux résultats d'Agen. Ce que l'on peut voir, je ne commenterai pas le site de Poitiers, vous voyez, pour lequel l'origine sur la côte tyrrhénienne n'est non précisée, mais ça vient, en fait, c'est un effet de source, là, très clairement. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez pris d'échantillons sur le site de Poitiers. Je pense que les résultats et les pourcentages sont plus fiables à Saint-Georges et au Guezzo, et bien sûr à Agen. Ce qui est flagrant, en fait, c'est la part importante dans ces arrivages jouée par les amphores originaires de Mondragone, de la région de Mondragone et de Fondi, donc ces fameuses pâtes à inclusion claire prépondérante, y compris à Agen. Deuxième constat que l'on peut faire à propos de l'origine de ces amphores italiques, c'est la relative rareté des conteneurs de Campanie, notamment de Pompéi et puis ce que mes collègues ont appelé les œufs macoïdes, qui se rapprochent des productions de Pompéi, mais qui se distinguent en fait dans les analyses chimiques. Et surtout, la part importante en fait des amphores dont la provenance n'a pu encore être déterminée.
En conclusion, ce qu'il faut noter d'abord, c'est une très grande variété dans l'origine des amphores. Donc ça, c'est un premier constat qui peut être fait si on se base sur les résultats des analyses pétrographiques et chimiques. Un apport, en l'état, un apport prépondérant du latium et de Campanie du Nord, donc en fait cette région-là, ici, le sud du latium, en fait mon ovale là est un petit peu trop étendu, avec notamment des amphores originaires de Mondragone et de Fondy. Et au sein de ces groupes, ce qu'il faut absolument noter, c'est la morphologie très très variée des amphores qui s'explique, je vous le disais tout à l'heure, par le temps long écoulé entre les premiers arrivages à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et puis sans doute le milieu, enfin la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc les années 30 avant notre ère. Ce que l'on peut dire également, ou remarquer, c'est l'apport faible de la Campanie, et en particulier de Pompéi, dans la région. Autre élément très intéressant, c'est que pour le moment, et pourtant Gisela les a cherchés, donc là aussi ce n'est pas un effet de source, il n'y a pas de production identifiée d'étrurie dans les ensembles, y compris dans les ensembles datés du 1er avant, les plus tardifs des sites Picton. Enfin, alors le programme n'est pas terminé, il se prolonge jusqu'à la fin 2023. Et donc dans la suite du programme, alors depuis en fait que cette conférence était prévue, donc les analyses des amphores du site des Natries ont été réalisées. Et il nous reste à mener en fait, à terminer l'étude archéologique des amphores de l'oppidum de la Curade, donc c'est bien avancé, et puis ensuite l'échantillonnage, la mince, puis donc étude pétrographique, puis analyse chimique sur ce site pour avancer en fait sur la question de l'origine ou de la sectorisation de la commercialisation des amphores italiques tardo-républicaines vers le centre-ouest. Je vous remercie pour votre attention. Alors bien évidemment, si vous avez des questions. Et je passe le micro pour les questions. Vous êtes tous endormis. Trop de la mince tue la détermination d'origine, en fait. Bonjour, merci. Très intéressant. Moi, j'avais une question sur la variabilité de ce que vous observez avec les amphores. Est-ce qu'au niveau stratigraphique, comme vous couvrez quand même un certain nombre d'années, voire de siècles, est-ce qu'au niveau de la stratigraphie, vous arrivez à sélectionner effectivement une suite ou une évolution dans ce que vous trouvez chez les Pictons? Et est-ce que dans les lieux de production, vous avez aussi des stratigraphies qui vous permettent d'avoir une évolution dans le temps des bords d'amphores? Alors, vaste question, parce que c'est une question qui a fait couler énormément d'encre chez les amphorologues. Y a-t-il une évolution alors, globalement linéaire de la forme des bords d'amphores dressselins entre le IIe siècle avant Jésus-Christ, enfin, mettons, la fin du IIIe siècle et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ? Alors, si on s'appuie uniquement sur les bords, pendant très très longtemps, on a vu en fait se dessiner, bon, moi je crois encore à cette évolution globale, c'est-à-dire, très schématiquement, c'est-à-dire on va partir de bords de sections triangulaires, de bords courts de sections triangulaires, et puis ensuite, plus on avance en fait dans le 1er siècle en particulier, plus le bord de l'amphore va s'agrandir pour aboutir au modèle de la Dressel 1B. D'accord ?
On part des gréco-italiques tardives et on arrive à la Dressel 1B, en passant par la Dressel 1A. Bon, une fois qu'on a dit ça, alors, il y a quelques années, Fabienne Holmer, qui a fait sa thèse sur les amphores italiques, a souligné le fait que, enfin, a mis en évidence le fait que certaines productions, qu'elles datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, présentaient des lèvres courtes triangulaires. Et donc, elle en concluait qu'on ne pouvait pas se baser uniquement sur les bords, la forme des bords, pour établir une chronologie, en particulier sur les sites laténiens. Je renvoie à son gros article paru en 2012 dans la collection de Bibract. Alors, cette remarque a été juste parce que, et puis ensuite, Lucelon, enfin, ou en même temps, dans la même période, Lucelon a aussi, lui, mis en évidence dans une épave ce type d'amphore, alors, qui présentait, en fait, la morphologie, le corps d'une amphore Dressel 1B avec des épaules bien marquées, des anses massives, des amphores très très lourdes, mais associées à un bord triangulaire qui, normalement, était plutôt associé à des amphores à la silhouette plus gracile. D'accord ? Donc, à la suite de ce constat, donc moi je me suis dit, bon, dont acte, effectivement, cette production existe et on ne peut pas se contenter de travailler sur les bords. Donc depuis, en fait, moi quand je réalise les études sur les amphores italiques dans les sites, sorties des sites archéologiques, en fait j'observe les bords, les épaules, les pieds et la forme des anses. Ce qui fait que j'arrive en fait à distinguer des conteneurs associés. Alors, si l'ensemble est bien circonscrit d'un point de vue stratigraphique, bien sûr, j'arrive à distinguer malgré tout un faciès, c'est-à-dire ancien, où on a des bords de section triangulaire associés à des petites anses, des épaules arrondies et des pieds très très fins. On peut distinguer ce faciès-là de faciès plutôt datés du 1er siècle avant Jésus-Christ, où là, les bords sont associés à des épaules franchement carénées, des anses très massives, très lourdes, et des pieds très hauts et de diamètre large. Voilà. Mais je suis d'accord qu'il faut faire attention. On peut plus se contenter maintenant qu'on connaît et ces épaves et le constat fait par Fabienne Holmer. On peut plus se contenter d'observer simplement les bords et de faire reposer la chronologie des sites, en particulier uniquement sur l'étude des bords d'amphores. Pour répondre à la première partie de votre question, vous voulez, est-ce que j'ai répondu à la question concernant l'évolution ou le dessin ? Moi, je crois en fait à cette évolution, c'est-à-dire que par exemple, dans les sites qui sont datés avec d'autres catégories de matériaux du IIe siècle avant Jésus-Christ, mettons, avec des fibules, des monnaies, etc., on n'a jamais de Dressel 1B, d'accord, des lèvres hautes en bandeau, très massives, etc. Ça n'existe pas. En revanche, on peut avoir l'inverse. Si votre question portait sur l'évolution de l'origine des arrivages, aujourd'hui, je ne peux pas répondre, en fait, c'est trop tôt. C'est-à-dire qu'il nous faut les résultats des analyses du site des Natries, qui présente, donc c'était celui qui était situé au nord de la carte, qui présente un faciès plus ancien, pour voir en fait s'il y a des différences, notamment avec Poitiers ou avec l'établissement aristocratique de Saint-Georges-les-Baillargeaux. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, à propos des travaux de Fabienne Holmer, est-ce que, qui date d'une trentaine d'années maintenant, est-ce que les analyses ont contredit ou confirmé ces groupes et les provenances par rapport aux estampilles ? Ça, c'est le scoop. Alors, en fait, dans l'état actuel là, des résultats, il semble que oui, en fait. C'est-à-dire que les résultats, en particulier l'importance des arrivages de Campanie, du nord de la Campanie, sud Latium, pas de la baie de Naples, d'accord. C'est le constat, ces groupes prépondérants pour les sites Picton, c'est le constat qu'elle avait proposé en fait sur sa carte.
Donc je dirais oui, mais c'est dans l'attente des autres, en fait, des autres résultats. Parce que dans ce genre de programme, plus vous avez évidemment de résultats, plus les conclusions que vous allez pouvoir formuler, bon ça c'est facile à comprendre, plus les conclusions que vous allez pouvoir formuler vont être étayées, enfin voilà, elles vont s'appuyer voilà, sur un nombre de données importantes. Oui, parce que si j'ai bien observé sur sa carte, dans la vallée du Rhône, donc les sites de Lyon et Vienne ont une source d'amphore propre, différente de ce qui va partir en bétique, etc. Est-ce que ça c'est confirmé? On va voir justement dans des découvertes des mélanges de ces... Et autre question, on peut se poser la question, est-ce qu'une estampille, une officine, c'est des marchands, mais aussi qui peut être implantée dans plusieurs régions? Alors, implanté dans plusieurs régions, je ne sais pas si on a des exemples, connus. On connaît les mêmes estampilles, alors bon, entre, je sais pas moi, Arezzo et Lyon pour la sigillée, par exemple. Mais pour les amphores, ça, je ne sais pas. En ce qui concerne l'origine différente des amphores découvertes à Lyon et puis, par exemple, en Bétique, alors ça, je ne peux pas répondre, puisqu'il faudrait faire des analyses sur les sites consommateurs de Bétique, en suivant le même protocole. Alors pour Lyon, on va pouvoir comparer, puisque Gisela avait travaillé avec Guillaume Mazat sur les amphores de la rue du Souvenir, à Vèze, pour lesquels elle avait réalisé, et puis il y a aussi toutes les analyses du verbe incarné, des amphores des fossés du verbe incarné, pour lesquels là, il y avait des analyses qui avaient été réalisées. Donc, alors... Je ne me suis pas repenchée pour le moment là, sur les résultats de ces analyses pour dire, alors est-ce que le sang... Enfin, ma question c'est comment ou par quelle route est approvisionné le centre-ouest. Donc pour le moment, on est dans la phase d'analyse. Ça c'est une question à laquelle j'essaierai de répondre à la fin du programme. Voilà. Merci. Moi, j'ai un petit peu gêné effectivement sur le fait que j'ai surtout de la prospection, moi, de mon côté. Et notamment, on prospecte actuellement un site qui s'appelle le Terrail vers Amplepuis, qui est un site laténien avec un fossé. Et on trouve beaucoup d'amphores, moi, que je qualifiais de Dresselin, gréco-italique, tardif peut-être. Alors, ce qui me gêne un petit peu, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, nous, on trouve pratiquement que des lèvres, des anses, un peu de pieds, mais on ne peut pas faire le lien toujours avec... Alors, moi, je me basais surtout sur le critère de Guillaume Mazat, là, que tu as cité tout à l'heure. Est-ce que c'est complètement faux? Parce qu'en prospection, on ne peut pas avoir les mêmes données que dans les fouilles, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le critère Mazat? C'était le critère pour les gréco-italiques, avec les critères sur le rapport entre la hauteur et voilà, la c'est ça. Ouais, voilà. Alors, moi, j'utilise... le critère du ratio hauteur ou du rapport hauteur-largeur, il pose un problème, c'est qu'en fait, pour un même rapport, donc pour un rapport équivalent, vous pouvez avoir un même rapport, disons, peut regrouper des formes très différentes, en fait. C'est-à-dire, on va avoir au sein du même groupe, pour un même rapport, par exemple, des bords triangulaires très courts et très court et très peu large, très très fin. Et dans le même paquet vont se retrouver des amphores qui, elles, ont aussi un bord de forme triangulaire, mais avec une hauteur beaucoup plus importante et une largeur beaucoup plus importante. Le rapport sera identique, mais dans la forme, les deux éléments seront très différents. Ça, la forme, on la voit, la forme, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre critère? Il y a des... Alors, j'allais y venir. Oui. Moi, j'ai utilisé dans le cadre de mon enquête, et aussi parce qu'on est plusieurs à le faire dans le centre-ouest, et aussi, c'est une méthode qui a été utilisée en Auvergne, ce sont les classes définies par Vincent Guichard dans la publication sur les amphores de Roanne en 1997. Alors, l'intérêt de ces classes... Alors,
Donc ces classes, enfin les critères, disons, pour établir ces classes sont la combinaison de la hauteur du bord et de l'inclinaison du bord. D'accord ? L'intérêt d'utiliser ces classes, donc il y a trois classes principales et 2 classes intermédiaires. L'intérêt principal d'utiliser ces classes, c'est d'éviter l'écueil des appellations gréco-italiques, Dresselin A, Dresselin B, qui ont eu tendance à figer en fait les données. L'autre intérêt d'utiliser ces critères des classes, c'est que ça permet en fait, bon là je ne l'ai pas montré, mais ça permet de produire une image graphique des ensembles, c'est-à-dire des ensembles d'amphores. Évidemment, on ne peut pas dater un site à partir de 3 amphores, quoi. Ça n'a pas de sens. Il faut, alors si on a la possibilité, ça fournit éventuellement un terminus post-quem, mais pas beaucoup d'avantages. Donc, l'intérêt de ces classes, c'est de pouvoir raisonner sur des ensembles, en fait, et définir un faciès. Voilà. J'aime bien ce terme de faciès parce qu'il est à la fois englobant, et en même temps, il peut être basé sur des critères précis d'observation faits à partir des ensembles. Voilà. Merci. Ma question est d'ordre méthodologique. Est-ce que dorénavant, maintenant que les analyses archéométriques sont réalisées sur l'ensemble de ces céramiques italiennes, tardo-républicaines, est-ce que vous êtes en capacité de reconnaître les origines supposées à partir des observations macroscopiques ? Alors, je te dirai ça à la fin du programme, parce qu'en fait, maintenant, effectivement, une des étapes du programme, maintenant qu'on a les résultats des analyses, et encore pas complètement, c'est de retourner au tesson et de vérifier si les groupes qui ont été déterminés à la suite des analyses pétrographiques et chimiques, eh bien, peuvent se voir à l'œil. Alors, malheureusement, je pense que c'est un exercice très difficile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... J'ai bien vu comment Gisela travaillait. Il faut tout observer. Alors moi, j'observais tout, toutes les pattes des amphores. J'avais même construit des groupes de pattes que Gisela a poliment déconstruit. Elle ne m'a pas dit que j'avais tout faux, mais bon, j'ai bien senti que voilà. Et en fait, elle propose une reconstruction. Donc, l'étape suivante, voilà, du travail, c'est ce que je te disais. C'est maintenant, je vais devoir, à partir des résultats, retourner au tesson et dire, eh ben voilà, cet élément, c'est tel groupe. Sauf que, comme tu le sais, un échantillon, enfin, il y a aussi une certaine variabilité à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire que même un groupe de pattes, c'est-à-dire que tous les échantillons ne sont pas identiques. Et donc, si on fait un prélèvement, on choisit un échantillon en disant celui-ci, ça sera ICP1, et si on le compare aux échantillons d'études, enfin, des amphores de sites futurs, c'est pas parce que l'échantillon ne sera pas identique à celui de Mondragon, par exemple, que ce ne sera pas Mondragon. Enfin, c'est pas si simple, en fait, malheureusement. Mais je ferai quand même le travail, bien sûr. Avec l'idée, c'est là aussi, c'est d'illustrer les pattes dans la publication, d'illustrer donc les types et les pattes avec des macro-photos, c'est-à-dire qui soient disponibles pour les archéologues, puisque les lames minces, tout le monde ne peut pas les observer et tout le monde n'a pas le matériel pour les observer.